Tu es sur le point de regarder une vidéo d'éducation populaire. Si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner à EducPop. N'hésite pas non plus à la commenter et à la liker. N'oublie pas non plus que l'on a un Tipeee si tu veux nous faire un petit don. Bon visionnage. Est-ce que tu te rappelles de la vidéo sur Adam Smith? Les mains invisibles. Carrément. La main invisible de l'égoïsme permet la richesse, mais la main invisible de l'altruisme permet la justice. On a besoin des deux, donc c'est complètement con de défendre une société remplie d'égoïstes qui se font concurrence. Si tu fais ça, en tout cas d'après Adam Smith, tu vas avoir plein de richesses, certes, mais elles seront hyper mal réparties, inégalité et injustice à la clé. C'est pas le bon plan. Ah ouais, il t'a marqué cet épisode. Ah, t'inquiète que ça a aidé à clouer certains becs pendant les repas de famille. Bon alors, aujourd'hui, je voudrais compléter cette intuition de Smith par une petite démonstration mathématique. L'idée, c'est de montrer par des maths plutôt que par des mots que l'égoïsme seul ne permet pas d'aboutir à l'intérêt général. Je commence par la démonstration et puis après, si ça t'intéresse, je t'expliquerai en quoi cette intuition mathématique est importante pour mieux comprendre la théorie économique dominante. Ok, une démonstration mathématique là qu'on va faire, ça va pas être trop difficile à suivre? T'inquiète pas, c'est tout bête, tu vas voir. C'est un modèle proposé par Harold Hotelling. Imagine un village vu du dessus. On a une route centrale qui la traverse et on imagine que des maisons sont construites le long de cette route. Donc c'est un village-route quoi. Les constructions ne s'éparpillent pas en cercle autour de la voie centrale. Voilà, c'est ça. Toutes les maisons donnent sur la route. Maintenant, imagine que deux épiciers veulent s'installer dans le village. Ils vendent les mêmes produits de qualité identique, si bien que les habitants ne peuvent pas les différencier. Ok, on sent la dimension mathématique avec les simplifications là déjà. Question, où doivent s'installer les épiciers le long de la route pour permettre l'intérêt général? On cherche ici à minimiser le trajet pour les habitants et à maximiser la clientèle pour les épiciers. Alors, essayons d'être le plus fair possible. On va dire que chaque épicier doit se partager la clientèle, une moitié de la ville pour l'épicerie A, une autre moitié pour l'épicerie B. Si on veut minimiser le temps de trajet, il faut que les épiceries soient au milieu, au centre de leur zone d'influence respective. Donc, on coupe la route en 4 segments, une épicerie à 1/4 et une autre à 3/4. Comme ça, ils se partagent la moitié et les habitants ont le minimum de trajet. Nickel, c'est la bonne réponse. Temps de trajet minimum pour les habitants et répartition égalitaire de la clientèle 50-50. L'intérêt général, épicier plus population, semble bien atteint. Sauf que, est-ce que c'est bien comme ça que les choses se passeraient si on laissait faire l'égoïsme des épiciers? Eh ben, je sais bien que tu vas me dire que non, mais alors là, comme ça, j'avoue que je vois pas bien comment tu vas retourner le problème. C'est une histoire de séquentialité. Imagine que les deux épiciers n'arrivent pas en même temps en ville. Ils ne prennent pas leur décision d'installation au même instant. L'un s'installe juste avant l'autre. Imaginons que l'épicier A, ayant raisonné comme tu l'as fait, décide de s'installer à l'endroit du premier quart de la route. Où va alors s'installer l'épicier B s'il n'écoute que son égoïsme? Aux 3/4, non, je vois pas pourquoi le résultat serait différent. Eh ben non, il va s'installer juste à côté de A, un peu à sa droite. Il obtiendra ainsi toute la clientèle située à sa droite, c'est-à-dire 75% des habitants de la ville. A, lui, devra se contenter des 25% restants. Ah ben oui! Ah, c'est tout con! L'intérêt collectif est très facilement identifiable dans cet exemple, mais la poursuite des intérêts individuels ne permet pas de l'atteindre. Pourquoi? Tout simplement parce que l'épicier B a su exploiter à son profit la décision naïve de A. A n'aurait pas dû croire que B allait viser autre chose que la simple maximisation de son intérêt égoïste. S'il avait été plus malin, il aurait positionné son épicerie au milieu de la route. B se serait alors toujours positionné à côté de lui, mais au moins, ils se seraient chacun partagé la moitié des habitants. Et tu peux constater que dans ce cas-là, A et B ayant été tous les deux parfaitement égoïstes, c'est la qualité de vie des habitants du village qui trinque. Ceux situés aux extrémités de la route se retrouvent à faire 2 fois plus de chemin que dans la situation idéale pour tout le monde. On est encore loin de l'intérêt collectif. Ah ouais, c'est tout bête, mais c'est super puissant en fait. Note que même si on fait arriver les deux épiciers en même temps, il n'est pas garanti que ces derniers choisissent la meilleure solution pour les habitants. Après tout, les épiciers égoïstes n'ont aucun intérêt à chercher à minimiser le temps de trajet des habitants. Ils peuvent choisir de se mettre n'importe où sur la route, du moment qu'ils sont aussi éloignés du centre l'un que l'autre. Ils pourraient par exemple se mettre tous les deux aux extrémités de la ville. La moitié de la population irait chez l'un et le reste irait chez l'autre. Ah ouais, donc pour aboutir à la meilleure solution, il ne faut pas que les épiciers ne soient que des gros égoïstes, quoi. Il faut aussi qu'ils pensent un minimum à leurs clients.
C'est ça. Soit les épiciers arrivent en même temps et s'intéressent un minimum à ce que veulent les habitants et on obtient la meilleure solution, soit ils arrivent en même temps et sont uniquement égoïstes et on peut obtenir de multiples solutions dont seulement une est optimale pour les habitants, soit enfin les épiciers n'arrivent pas en même temps, il y en a un qui arrive avant l'autre et là, même en imaginant des épiciers un peu concernés par le sort de leurs clients, si c'est l'égoïsme qui domine dans la décision d'installation, eh bien les épiceries finiront au centre de la ville, l'une des pires solutions du point de vue de l'intérêt des habitants. Donc, égoïsme plus les épiciers n'arrivent pas en même temps égale c'est la merde. Égoïsme plus séquentialité égale solution idéale non atteinte. C'est un peu là-dessus qu'ont bloqué les développements de la fameuse théorie de l'équilibre général en économie. Si on imagine des consommateurs, des entreprises, des travailleurs et des capitalistes mus uniquement par leur égoïsme, eh bien on peut imaginer, en faisant les bonnes hypothèses, un monde de compromis idéal. Sur le marché de l'emploi, la courbe de ce que souhaitent les entreprises rencontre celle de ce que souhaitent les travailleurs. Si on se trouve ailleurs qu'au point de rencontre des deux courbes, on voit bien qu'il faut choisir entre satisfaction des travailleurs ou des entreprises. Ici, par exemple, pour cette quantité de travailleurs embauchés, les entreprises voudraient pouvoir verser ce salaire, tandis que les travailleurs, eux, voudraient toucher plutôt celui-là. On peut choisir l'un ou l'autre, mais on voit bien qu'on n'arrivera pas à faire plaisir aux deux parties. Le seul moyen d'y arriver, c'est de se positionner au point de rencontre des deux courbes. Ok, ouais, parce que les points de chacune des courbes représentent un optimal, voilà, soit pour les travailleurs, soit pour les entreprises. Et donc, si on veut l'optimal pour les deux à la fois, il faut forcément être au croisement des deux courbes. C'est ça, oui. Mais il y a d'autres marchés. Sur le marché des marchandises, la courbe de ce que souhaitent les consommateurs rencontre celle de ce que souhaitent les entreprises. Sur le marché des capitaux, la courbe de ce que souhaitent les investisseurs rencontre celle de ce que souhaitent les entreprises. Question, est-il possible d'imaginer un monde rempli d'égoïstes, investisseurs, entreprises, travailleurs, consommateurs, dans lequel les prix, les taux d'intérêt et les salaires se trouvent tous ensemble au point d'équilibre en même temps? Réponse de Haro et Debreu en 1954, oui, il est possible d'imaginer un tel monde. Les deux économistes donnent une liste d'hypothèses qui, si remplies, permettent d'imaginer un monde dans lequel l'équilibre de tous les marchés, l'équilibre général, est possible. Je te mets la liste des hypothèses, tu pourras faire pause si tu veux regarder en détail. Ok, mais quel rapport avec les épiciers là ? Eh bien, la démonstration d'Haro et de Debreu, c'est l'équivalent de la question qu'on a posée au début de notre démonstration. Étant donné des épiciers égoïstes, existe-t-il une manière de les positionner qui permette et de les satisfaire eux et de satisfaire leurs clients? Réponse, oui, c'est possible. Il faut les placer comme ça. La solution existe, mais cette solution adviendra-t-elle? Est-ce qu'on peut imaginer un enchaînement de causes et de conséquences qui, avec des épiciers mus uniquement par leur égoïsme, nous amène à cette solution idéale? Un épicier s'installe en premier, puis le deuxième arrive et on obtient la solution idéale. Et on a vu que ça ne marchait pas. Tout à fait. Et les économistes ont constaté la même chose dans leur modèle. À l'équilibre, aucun agent ne fait rien. Les entreprises sont satisfaites. Elles n'embauchent ni plus ni moins, elles n'empruntent ni plus ni moins, elles ne cherchent pas à changer les prix ou les salaires ou à négocier de meilleurs taux. Elles ne font que produire toujours la même quantité. Les consommateurs, pareil, ils consomment pile poil ce qui est produit, ils n'ont aucune envie de consommer plus ou moins. Les travailleurs bossent pile le nombre d'heures qui leur fait plaisir, au bon salaire, donc aucune revendication de leur part. Les investisseurs prêtent pile le montant qu'ils désirent prêter, au taux qui leur fait plaisir, encore une fois, aucune action à attendre de leur part. L'équilibre est une situation stationnaire, rien ne bouge. Mais que se passe-t-il si on essaie d'insuffler un mouvement au modèle? Que se passe-t-il si on démarre avec des prix, des salaires, des taux d'intérêt différents des niveaux d'équilibre? Là, les agents vont réagir, les entreprises vont modifier la production, les prix vont s'ajuster, les consommateurs vont modifier leur consommation, les prix vont s'ajuster à nouveau, les prêteurs vont modifier les montants à prêter, la production va s'ajuster, les entreprises vont modifier les salaires, les revenus des travailleurs seront modifiés, donc ça va changer la consommation, etc., etc. Ah ouais, je vois, tout va se mettre à interagir, quoi. C'est ça. En démarrant en dehors de l'équilibre, on introduit de la séquentialité. Les actions des uns impactent celles des autres. Exactement comme dans le modèle d'Hotelling. L'épicier A choisit en premier et l'épicier B réagit à ce choix. Le modèle de l'équilibre est autrement plus complexe que celui d'Hotelling, mais les économistes aboutissent à la même conclusion. Si on introduit de la séquentialité, si on démarre ailleurs qu'au point d'équilibre et qu'on laisse les agents réagir les uns aux actions des autres, avec pour seul guide leur égoïsme, eh bien on n'atteint jamais la solution idéale.
C'est l'esprit du théorème Mantel-Debreu-Sonnenschein de 1974. On croyait avoir réussi à décrire mathématiquement la main invisible de l'égoïsme d'Adam Smith. Il existe bien une solution idéale qui, selon certaines hypothèses, malgré tout très contraignantes et irréalistes, satisfait la volonté de chacun si tout le monde est égoïste. Politiquement, on pourrait s'armer de cette découverte pour mener un train de réforme visant à faire coller notre monde réel aux hypothèses du modèle. Égoïsme, concurrence, marché financier avec des prix futurs. Oui, mais le théorème de Sonnenschein anéantit totalement cette idée. Quand l'égoïsme de tout le monde s'exprime de manière séquentielle, les actions des uns impactent celles des autres, comme c'est évidemment le cas dans la réalité, la solution idéale devient tout simplement inatteignable.